Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première émission de Café Bâtard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une équipe réduite en plateau. Nous avons tout d'abord Jonathan à la régie. Bonjour. Et également Rama à mes côtés sur scène. Salut. Rama qui vous a préparé une chronique, les Actus Bâtards. Aujourd'hui, ça sera un format un peu particulier. À l'occasion de cette première, on a préféré vous présenter l'association et ses activités. Rama, on t'écoute, dis-nous tout. Merci beaucoup Thomas. Et du coup, je vais présenter un peu ce qui se fait au sein de l'association. Je vais parler un peu de la base et ensuite voir autour ce qui gravite un peu autour des ateliers. Déjà, on a l'atelier comédien qui a été animé cette année par Basile, qui est aussi le président de l'association, Bâtard. Et quel président charismatique. Et franchement, l'atelier, il était vraiment cool. C'était des ateliers où Basile proposait des activités, ou que ce soit des improvisations ou des sortes de jeux, en fait. C'était comme des mini-jeux, en fait, auxquels les adhérents participaient. Alors, c'était pas un atelier où on devait s'inscrire et le suivre tout au long de l'année, contrairement à, par exemple, l'atelier écriture partagée. L'atelier comédien, c'était un atelier qui était ouvert, où les personnes venaient. C'était un bon moment à partager, en fait. C'était le mercredi soir. L'année prochaine, je sais pas si ça sera toujours le mercredi soir. Peut-être ça sera le mercredi soir, ou peut-être ça sera même 2 jours par semaine. Voilà, et ça sera plus animé par Basile. Ça sera animé par une autre adhérente de l'association. Et aussi, on avait du coup l'atelier maquillage qui était animé par Maud. L'atelier maquillage qui permettait en fait de voir un peu les bases du maquillage théâtral, etc. Et de voir un peu comment grossir les traits pour qu'ils soient mieux vus sur scène à la lumière. Et aussi des maquillages de transformation, que ce soit le vieillissement ou le rajeunissement. Et on a pu voir que ça a servi par exemple pour la pièce Le Premier Psychopathe, où la directrice devait avoir l'air vieilli. Et ça avait bien marché. Effectivement, c'est la première fois que Maud faisait vraiment son âge. Ouais, c'est vrai, parce que du coup, c'était Maud qui jouait la directrice dans Le Premier Psychopathe. Et du coup, elle s'est maquillée elle-même, vu que c'est elle qui a un peu les skills pour maquiller, etc. Et ouais, en fait, Le Premier Psychopathe, c'est sorti de l'atelier écriture partagée, là où des adhérents devaient intégrer le groupe au début de l'année. Et ensuite, c'était un atelier qui était fermé tout au long de l'année où on pouvait plus y entrer et on pouvait plus y sortir. On avait les menottes, quoi. Non, je rigole. Mais voilà, c'était un truc où un groupe écrivait leur personnage. Il y avait un contexte qui était créé, une trame qui était donnée par Charles, parce que l'atelier était animé par Charles, qui nous a quittés malheureusement. Il est pas mort, hein, mais il a déménagé. Après, dans nos cœurs, il a déjà atteint le Panthéon avec Le Premier Psychopathe. Puis on aura la chance, si je ne m'abuse, l'an prochain, que ça soit Jonathan, qui fait actuellement la régie pour nous, qui animera l'atelier à la rentrée prochaine. Jonathan à la régie. Et et ouais, il y a peut-être moyen que l'atelier revienne, moi j'espère en tout cas, parce que c'était vraiment cool. Le groupe, il y avait vraiment une bonne ambiance. Puis on a pu monter vraiment un projet assez fort avec beaucoup d'émotions dans la pièce Le Premier Psychopathe, que ce soit de la comédie, de l'amour ou du drame et de la tragédie, en fait. Un peu de tout, c'était vraiment cool, c'était apprécié, ça a été joué au bouillon, petite salle, intimiste, mais super cool ambiance, et on a eu une standing ovation. Ça, c'était vraiment cool. Ah, c'était mérité, et puis... moi, je sais que ce qui m'a marqué avec l'atelier écriture partagée, même si j'ai pas eu l'occasion d'y participer de moi-même, j'ai voulu rejoindre le train trop tard. Ouais. Mais c'est vraiment ce côté groupe. C'était un petit groupe qui s'est réuni effectivement tous les soirs pendant quelques mois pour écrire et ensuite répéter une pièce. Et c'est vraiment cette ambiance, moi, que j'adore à Bâtard, où on a une communauté, il y a des groupes d'amis qui se forment et qui se soudent. À partir de là, on est des inconnus au départ, et je pense que les meilleures rencontres que j'ai faites, je les ai fait à Bâtard. Ah, c'est beau. Sortez les mouchoirs. Ça, je coupe. Justement, ça, on la coupe pas. Ça sera bipé.
Ouais, mais surtout que toi, Thomas, moi, enfin, on s'était rencontrés, ben, justement, ça permet de parler du week-end de malade, Ouais, parce que Bâtard participe au week-end de malade, et il y a des équipes qui se forment pour ben, faire un court-métrage en un week-end, enfin, en un week-end pas entièrement, on a quoi, 43 heures, je crois. Et c'était ma première expérience à Bâtard, ben, c'était mon dépucellement, en fait. Et mais ouais, non, le week-end de malade. Le week-end de malade, non, super souvenir. C'est vrai que c'est là qu'on s'est rencontrés. Alors, bah, pareil, encore une fois, j'ai rejoint après, j'ai loupé le train, Mm. mais ça a été l'occasion. Moi, j'étais allé voir toi et le reste de l'équipe à la diffusion. Et pareil, bah, c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre. C'est que j'ai vu que vraiment, au départ, c'était quatre inconnus qui ont bossé ensemble le temps d'un week-end et c'est devenu Mm. les meilleurs potes du monde. Et à ce moment-là, effectivement, toi et moi, on s'est rencontrés. Et aujourd'hui, bah, sur la plupart des projets, on est ensemble. Et sur la plupart des galères aussi, mais ça, c'est autre chose. Ouais, ça Mais c'est en ouais, off. non, c'est vraiment des amitiés qui se forgent à Bâtard et aussi ouais, des projets parce qu'on a les ateliers qui sont très structurés, qu'on a toutes les Mm. semaines. Mais il y a aussi pas mal de projets qui sont annexes et qui sont portés en dehors, parfois par des adhérents. Mm. Et le week-end de malade n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que tu veux nous en parler d'autres choses d'ailleurs. Ben ouais, en fait, ben, le week-end de malade, comme j'ai dit, c'était mon premier événement à Bâtard. Et en fait, je connaissais vraiment personne à ce moment-là, puisque c'était vraiment le début de l'association, enfin de cette année en tout cas. Et ben, ça m'a permis de rencontrer ben, la team Bonjour, plus communément appelée aujourd'hui. Et c'était vraiment cool parce que ben, en fait, c'était un cadre qui a forcé à créer des liens. Tu sais, où t'es dans ce truc de bah, tu dois monter un projet avec des gens que tu connais pas, dans un temps limité, avec des skills que t'as pas forcément, ben ça force en fait le lien. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui ben, on est soudés, quoi. Ben ouais, maintenant la team Bonjour, on est à 4, il y a Léana, Nicolas et Dylan, Et le toi? Tom Cruise, ouais, et moi, et le Tom Cruise orléanais de l'association. Ouais. Mais ouais, c'est ça le truc. Et du coup, bah, j'ai eu un peu ce truc de. Bah, en fait, j'aime bien faire ça, tu vois, les courts-métrages, etc. Du coup, j'ai voulu un peu le faire revenir dans l'association. Et du coup, bah, on a eu la chance, en cours de route, de rencontrer euh, Jonathan? Jonathan à la régie, Ouais. euh, qui, qui nous a permis un peu qui nous a donné un peu ben, les compétences, même le matériel pour pouvoir le faire. Et ça, c'était vraiment improbable, tu vois, de rencontrer quelqu'un qui avait tout ça à nous offrir. Ben, ça a aussi motivé à d'autres personnes, je pense, et on le voit aujourd'hui, à monter ce genre de projet, tu vois. Mm. Et c'est vrai que, bah, que ça soit juste les courts-métrages, mais moi, le premier, c'est de vous avoir vu au Week-end de Malade qui m'a donné cette fibre, qui m'a donné envie d'en faire aussi. Mm. Forcément, ma rencontre avec Jonathan également, parce que c'est vrai que c'est lui qui nous. Il n'y a pas que lui, hein, mais qu'au sein de l'association, il fait partie des gens qui nous poussent sur des projets créatifs et qui nous donnent les moyens de les réaliser. Et au-delà même des courts-métrages, parce que c'est un truc quand même très spécifique qui ne plaît pas forcément à tout le monde, il y a quand même pas mal de projets indépendants et qui ont été initiés et portés par des adhérents. Bah, Café Bâtard que vous écoutez actuellement, c'en est l'exemple parfait. Au départ, le podcast, c'est pas quelque chose qui se fait au sein de l'association, mais au début de l'année, j'ai eu envie de monter ça, j'ai initié, j'ai recruté une équipe en or et c'est pour ça Mm. qu'aujourd'hui vous pouvez nous écouter. Ouais. Et Ouais, en fait. En plus, c'est ça qui est cool, c'est que ben, Jonathan, c'est un mec, tu lui dis, ouais, j'ai envie de faire ça. Il dit, ok, ben moi j'ai ça pour que tu puisses le faire, tu vois. Il mm, va jamais te dire, ah ben merde, je sais pas, essayer de te renseigner. Tu sais, il va toujours aller chercher ben, ce qu'il peut chercher ou te donner ce qu'il a déjà pour permettre de le faire. Et en fait, ça a été ça toute mon année, en fait. J'avais telle ou telle idée, il m'a dit, ouais, ben moi j'ai ça, j'ai ça. Euh, et ça, c'est vraiment incroyable, tu vois. Et ben, il a fait ça aussi avec d'autres personnes, et je pense que c'est pour ça que il y a beaucoup de choses en fait qui sont initiées grâce à ça, je pense, tu vois. Même ben, par exemple Noah et Nassim, tu vois, genre on s'est rencontrés et tout, et ça nous a aussi motivé à pousser sur ce truc-là, tu vois, d'avancer un peu plus sur le côté un peu plus audiovisuel, tu vois.
C'est un peu grâce à Jonathan en soi. Moi, je pense qu'on l'a un peu trop pour l'instant pour passer à quelqu'un d'autre. Ouais, j'avoue. Du coup, ouais. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, il y a un projet que toi, t'as initié cette année qui a eu un franc succès quand même. Ben ouais, enfin, du coup, ouais, je sais pas lequel Le mec, tu il a parles. trop de projets, il sait plus de quoi on lui parle. Ouais, désolé. Ah, moi, Non, ben je je vois, pense au c'est. stand-up. Ah, moi, je pensais au bâtard en off, Ah, tu c'est vois. vrai, ouais. Ouais. Je vous dis, le mec, il a trop de projets. Ouais, du coup, ben, il y a bâtard en off aussi cette année. En fait, voilà, pour comment ça m'est venu l'idée, c'est que je me suis dit, en fait, pendant les ateliers, les répétitions et tout, je me dis, on se tape trop des barres sur des trucs qu'on ne verra pas sur scène, tu vois. Parce que c'est des trucs qui se passent en off. Voilà, justement, qui se passent en off. Et je me dis, il faut qu'on les garde. Il faut, au-delà que les gens regardent les trucs et rigolent, faut que nous, on ait encore ce souvenir. Faut que. C'est trop beau, en fait. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire Bâtard en off, de filmer un peu les coulisses de ce qui se passe au sein de l'association, et d'en faire un peu un bêtisier, une compilation de tout ça, de tous ces moments. Et ben, je l'ai trouvé un peu tardivement l'idée, c'était quoi, courant, ouais, deuxième semestre, ou ouais, moitié de l'année en fait. Du coup, ça fait que ben, j'ai eu 2 épisodes, qui est déjà très bien. Mais j'ai vu que ça marche bien et que c'est vraiment. Enfin, c'est drôle quoi, enfin, Ouais. les gens kiffent. Donc, J'adore quand tu m'affiches dans mes pires positions. C'est génial. Franchement, je me tape des barres à chaque fois. Ouah, ouais. trop cool. Non, j'avoue, c'est drôle. Puis oui, ben, quand on regarde un batteur off, faut savoir mettre son ego de côté, tu vois, c'est ça le Ouais. truc. C'est ça la leçon. Mais ouais, ça reviendra l'année prochaine et ça repartira de plus belle. Et ouais, je l'ai fait du coup avec Aziliz, que ce soit pour filmer, puis le montage, c'est moi qui m'en occupais. Et du coup, ouais, c'était vraiment cool. Et ensuite, comme bah, t'as spoilé, du coup, il y a eu le stand-up que j'ai organisé avec La Bonne Pioche, qui nous ont très bien accueillis. C'était vraiment cool de travailler avec eux, enfin d'avoir fait ce truc-là avec eux. Ils nous ont permis d'avoir accès à leur salle pour pouvoir faire le stand-up. Et du coup, il y a 8 c'est ça, Ouais, je on crois, était 8. 8, ouais. Ouais, 8 comédiens enfin comédiens, 8 adhérents qui sont proposés à faire un stand-up. Et vraiment, c'était cool. Il y a eu de tout, de tout. Il y a eu des humours bien différents. Il y en a qui ont joué un personnage, il y en a d'autres non. Il y en, ouais, et il y en a, ils traitaient pas. C'était bien différent entre les 8. C'était jamais redondant vraiment. Du coup, c'était cool. Et c'était tellement cool que je pense que je remonterai ce projet pour l'année prochaine. En un peu plus grand. Mais ouais, je vais pas trop spoiler non plus, quoi. Toi, t'en as pensé quoi? T'avais kiffé ou Moi, pas? tu sais, bah, du coup, j'ai participé, j'étais l'un des 8 candidats. Et autant, franchement, je l'appréhendais beaucoup parce que déjà, monter sur scène, c'est quelque chose, mais monter sur scène pour faire rire, Hmm, c'est compliqué. Et au final, bah, je t'ai dit, j'ai adoré l'expérience et je serai le premier à signer l'an prochain pour le refaire. hmm, Et, mais ouais, ouais. superbe expérience, encore une fois. Non, non, mais je sais que tu serais le premier à re-signer pour l'année pro et ça me fait plaisir. Après, si je t'accepterai ça, je sais pas, c'est à voir. Mais voilà. Non, mais le truc, Il a c'est le que. seum parce que j'ai été plus drôle que lui, c'est tout. Le truc, c'est que, ouais, c'est. En fait, le stand-up, on s'est rendu compte que c'est bien différent que être sur scène pour une pièce. Parce qu'en fait, une pièce, tu l'apprends. Tu t'apprends un script, en fait. Contre, t'apprends un script, sauf pour. C'est pas dans le script, du coup. Mais. Mais voilà, en fait, là, tu dois faire rire. Tu sais que c'est le but vraiment de faire rire avec tes vannes. Et il faut savoir appréhender un peu la réaction de ceux qui t'écoutent et tout dans le stand-up. Au théâtre aussi, mais c'est un truc que tu suis plus dans. Tu vois, c'est un truc récité, quoi, on va dire, tu vois. Donc ça, si ça fait pas rire, bah, tu peux rien y faire. Mais là, le stand-up, si ça fait pas rire, genre, tu te prends dans la gueule, tu vois. Ouais. Après, ce qui était pas mal, c'est que comme t'as dit, il y avait vraiment 8 personnalités. Mm, On est passés les uns après les autres. C'était pas forcément voulu, on l'avait pas calculé comme ça, mais forcément, on a proposé 8 humours très différents, que ça soit dans la forme ou dans le contenu. Et ce qui est bien, c'est que moi-même, franchement, parmi les 7 autres, il y en a qui m'ont plus fait rire que d'autres. Mais c'est mm, l'idée, c'est qu'il y avait, en fait, comme il y avait 8 types d'humour différents, je pense que tout le monde y a trouvé son compte. Il y a forcément au moins un des 8 mm. stand-uppers qui a réussi à toucher un spectateur, à le faire rire. Ouais, ouais.
Mais ouais, du coup, on retrouvera ce format l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Ben, on a eu aussi des sorties. Bâtard a organisé des sorties. On a eu une sortie à Paris qui nous a permis de voir le musée Grévin déjà. Mhm. Et ensuite, le musée du Louvre, on a fait une chasse à l'œuvre. Ouais. Il fallait trouver des œuvres, etc. C'était vraiment cool. On s'est répartis en 3 ou 4 équipes. Mm. Et ça, c'était vraiment sympa. C'était bien passé. L'ambiance était cool. Puis il y a une sortie maintenant à Orléans, c'était à l'Opéra pour aller voir Nabucco au théâtre, au Zénith. Et ça, c'était vraiment bien parce qu'en fait, ça nous a permis de voir autre chose que du théâtre parce que c'est vraiment différent. Et puis, bah, le Zénith, c'est super grand. Mm. Et là, tu vois en fait que la scène elle est très grande et qu'ils avaient vraiment occupé tout l'espace, même juste avec les figurants, il y avait énormément de figurants au bout d'un moment qui permettaient un peu de faire ce mouvement de foule. Moi, ça c'est un truc qui, je pense, c'est le truc qui m'a le plus, enfin, Marqué? attiré, ouais, le plus marqué, tu vois, ce truc de, ils arrivent à jouer avec l'espace et en fait, avec tout le monde qu'ils ont, ben, c'est fou de dire, ben, ils ont dû gérer une aussi grande équipe, tu vois. Parce que du coup, nous, on voit un peu l'envers du décor à Bâtard, tu vois, parce que, ben, avec les pièces et tout, on voit c'est quoi gérer une équipe pour les metteuses en scène, etc., ou les metteurs en scène. Mais là, te dire qu'il y avait tout ça à gérer, ben, c'est énorme, tu vois. Et puis, ils ont fait un truc avec des jeux d'ombre et tout qui était vraiment intéressant. Et même le style de l'opéra même, ben, c'est vraiment sympa à voir, quoi. Mais ouais, moi surtout ce que je retiens avec ces sorties qui sont organisées, que ce soit celles qu'on a fait à Paris ou l'opéra, c'est que c'est une occasion de découvrir, déjà parce que c'est pas forcément des choses qu'on irait voir en règle générale. Autant le musée Grévin, le musée du Louvre, j'y serais peut-être allé un jour par curiosité, mais Mm, là c'était l'occasion, et puis l'opéra, j'en avais jamais vu, je serais mm, peut-être jamais allé en voir. Et au-delà de ça, l'avantage c'est que ça permet de le faire à moindre coût pour les adhérents, puisque forcément l'association, au-delà d'organiser la sortie, prend en charge ouais. une partie des frais. Mm, Donc ouais, ça permet de faire des sorties culturelles, en plus toujours avec cette bonne ambiance, parce qu'en ouais. fait on y va entre copains, donc c'est sympa. Ouais. Ouais. Bah après, on a eu aussi notre sortie, c'était au théâtre d'Orléans. Bah ça, Ouais, malheureusement, je peux pas en parler plus que ça, vu que bah, j'y étais pas, tout simplement. ouais. Oui, Mais il y a d'après les eu... retours que j'ai eu c'était vraiment bien. Ça Ouais. les a fait bien marrer, quoi, ceux qui sont partis. Mais voilà, moi, j'ai pas plus de détails que ça. Ouais, bah, c'était pour aller voir Les Gros Patinent Ouais, Bien, les donc gros patinent bien, une pièce de théâtre, et effectivement, bah, j'y étais pas non plus. Mais je sais que bah, des retours que j'en ai eu, la pièce a plu aux ouais. adhérents qui y sont allés, Ouais. qui ont passé un bon moment. Mm. Donc ouais. Mais c'est vrai il faut noter quand même qu'on a la chance à Bâtard cette année, enfin ça existait déjà avant, mais d'avoir un pôle event qui s'est reformé, Mm. avec vraiment des gens en son sein, une équipe qui se donne Mm. pour qu'on ait des super projets, et pas que, Mm. parce que là on parle de sorties, mais ils organisent aussi d'autres types Ouais, d'événements. ouais. Mais c'est ça en fait, c'est que. Enfin, après, moi, je sais pas comment ça se passait les années précédentes, mais ce que j'ai vu de cette année, c'est que ben, l'équipe du CA était vraiment très productif. Ben, moi, en tant que ben, VPG, quoi, et puis Basile qui a vraiment bien géré, etc., que ce soit pour les projets ou. Ben, après, il y a des choses qu'on voit pas forcément, par exemple, côté administratif et tout. Mais après, au-delà de ça, en fait, tous les pôles étaient assez productifs et forcément on voit plus le pôle événementiel parce que ben, c'est eux qui font les événements un peu de bâtard. Mais ensuite il faut savoir que bah oui il y a la trésor, il y a la communication extérieure, la coordination interne, etc. etc. Et c'était vraiment cool cette année de travailler avec eux et de voir que ça a été aussi productif, ça fait plaisir, tu vois, du coup ça Mm. motive aussi pour l'année prochaine. Et ouais, ensuite on a eu con, ben, Bah, bah après, il y a eu le gala de bâtard, ouais, mais c'est bon, ça, ça, dans les événements, ouais. si on peut le mentionner, Ouais, je le qu'on... mentionne, mais je sais pas si je le mentionne maintenant, puisque le gala, c'est un peu la finalité Tu vas en du parler à truc. la fin plutôt, Ouais, ok. voilà, tu vois, pour un peu respecter le truc. Mais ouais, et du coup, ben, on a eu un projet qui a émergé aussi du Café Bâtard, Ouais, dans lequel on est. Oh là là, Inception ou quoi? Euh, Mais ouais, et qui a eu un peu de mal à démarrer. ouais, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, donc c'est un projet que moi j'ai initié en début d'année.
j'ai recruté autour de moi parmi d'autres adhérents, notamment Rama qui a rejoint tout de suite le projet. Euh, mais effectivement, ça a été compliqué, ça n'a pas pu se mettre en place comme je voulais. Moi aussi, en tant que chef de projet, j'ai pas forcément bien tout géré. Mais ouais, ce qui est important, c'est que déjà que ça soit les adhérents qui voulaient participer, ou encore plus important en réalité, même si sans les membres de l'équipe, il ne peut pas y avoir de projet, c'est que oui, le CA a porté cela. Moi, j'ai initié une idée, mais ils nous ont vraiment donné tous les moyens possibles et poussé pour que le projet voit le jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là enregistré. Ouais. Mais ouais. Mais ouais, et puis en fait, on n'a pas voulu lâcher. Enfin, moi aussi, j'ai pas voulu lâcher parce que je trouve que c'est un super beau projet. Enfin, c'est super intéressant parce que ben, ça nous permet de parler un peu de ce qui se passe, etc. Et du coup, ouais, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve là à faire le premier épisode de Café Bâtard. Mais du coup, ouais, j'avais une question à te poser. Comment l'idée t'est venue de faire ce format-là? De faire un format podcast, Ouais. c'est un format que j'apprécie, moi, que je consomme à titre personnel. Mhm. Notamment, forcément, ma première source d'inspiration, pour ceux qui connaissent, c'est Popcorn, qui est une émission format talk show qui est présentée par Domingo sur Twitch. Et, euh, et c'est un truc que j'apprécie. Et là, en fait, au début de l'année, parce que vraiment, il y a ce truc où on nous a dit dès le départ, si vous avez des projets créatifs que vous avez envie de le faire, allez-y. Faut simplement que ça soit bien monté et on vous accompagne et tout ça. Et je sais pas trop, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui est sur le papier pas trop compliqué, qui peut donner une bonne ambiance, parce que moi, au-delà du rendu, c'est vraiment, j'avais envie de recruter une équipe, que ça devienne une bande de potes et qu'on fasse ensemble. Et au final, c'est ce que ça donne, c'est que là, je vous le dis, hein, on est transparent ici, on est en train de tourner dans mon salon avec les copains et il n'y a pas de. Tu vois, faut pas croire on est dans un super plateau, même si à la régie on a Jonathan Cassure. C'est vraiment fait avec les moyens du bord, avec la team et c'est tout. Hein. Ouais. Mais ouais. Et du coup, ouais, ça reviendra l'année prochaine ou pas? Ouais, c'est un projet là, tu spoil un peu, on en parle à la fin, mais effectivement, Ouais. l'idée c'est que ça devienne une émission mensuelle. Mhm. Donc là, c'est juste un pilote parce que, comme on a dit, on a eu un peu de mal à le lancer et donc on fait simplement une première émission, ne serait-ce que pour déjà nous pour se faire la main, puis pour voir vos retours, savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Mais oui, l'idée c'est que dès septembre l'an prochain, on ait une émission par mois. Ok, sympa. Ah, du coup, je sais plus ce que je t'ai dit. Bon, on était sur les projets, mais comme pour ce qui est des événements, il y en a un que tu veux garder pour la fin en Mhm. apothéose. On peut peut-être aussi parler des pièces parce que c'est quand même Ben, une association de théâtre au ouais, départ, Bâtard. comme j'ai dit, ben, je parlerai un peu moins de C'est pas dans le script vu on va en parler après et on a l'honneur de recevoir Stéphane Le Guenec qui est pas encore arrivé mais qui va arriver bientôt. Et Tu vois, tu spoil les invités, t'abuses. ouais, je suis désolé. Mais, non, mais oui, à défaut de parler effectivement de la pièce qu'on a fait cette année en elle-même, puisqu'on aura la chance d'avoir l'auteur en interview tout à l'heure. Mhm. Ce qui est vraiment important à noter, c'est donc effectivement Bâtard, bon, on fait de l'art en général, comme vous avez dit, on essaie de se diversifier, on fait du podcast, du stand-up, des courts-métrages, mais notre activité principale, ça reste le théâtre. Mhm. C'est pour Ouais, ça qu'on a un atelier comédien, un atelier écriture partagée. ouais, Mais c'est quand même, on va dire que l'activité principale de l'association, ce qui se fait, le gros projet chaque année, c'est de jouer une pièce. Donc on a là, cette année, effectivement, c'est pas dans le script. L'an prochain, on aura deux autres pièces. Mhm. Et ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, pour ceux que ça intéresse, vous venez en début d'année, il y a des castings qui se font pour les pièces. Vous êtes recruté. Et après, tout au long de l'année, avec les metteurs ou les metteuses en scène, vous répétez, vous préparez la pièce pour au final la jouer à la fin de l'année. Là, par exemple, c'est pas dans le script, ça s'est joué trois fois au théâtre Gérard Philippe. ouais, Et là, au moment où on enregistre, il reste une représentation qui aura lieu mercredi ouais. au Bouillon. Dans 2 jours, du coup. Voilà. Comme ce podcast sortira le jeudi, malheureusement, si vous étiez pas au courant et que vous deviez prendre la place, je suis désolé, c'est un peu tard. Non, Mais ça va. et vous aurez la chance pour de venir aux prochaines représentations l'an prochain pour d'autres pièces. Mm. Mais ouais, Ouais, notre activité du principale, c'est coup, quand ouais, même de jouer des pièces de théâtre. c'est ça. Et puis, ben, ça nous a permis aussi de participer au Téléthon.
Ouais. Parce qu'on a joué la pièce, c'est pas dans le script, pour le Téléthon. Et cette représentation, elle a été faite avec QVLS, qui est une association à la source, à Orléans, pour la qualité de vie à la source. C'est bien, ça apporte un regard un peu plus mature sur ça, mais c'est vrai que à noter qu'effectivement, Bâtard, on est certes avant tout une association étudiante, mais si jamais vous écoutez ce podcast et que vous avez envie de nous rejoindre, c'est pas un impératif. On a beaucoup de gens au sein de l'association qui ne sont plus étudiants depuis quelques années, serait-ce que Jonathan à la régie. Mm. Donc on a... Non, effectivement, on est une majorité d'étudiants à avoir une vingtaine d'années, mais on a pas mal de gens aussi qui ont 30, 40, 50 ans. Et c'est bien parce que au contraire, on veut des gens comme ça qui nous apportent un regard un peu plus mature sur ce qu'on fait et une certaine expérience que nous on n'a pas forcément parce qu'on Ouais. on est encore jeune quoi. Ouais. Puis à noter aussi que Bâtard travaille avec d'autres associations, surtout de l'université, que ce soit Tributaire, et on a travaillé avec Justice, qui est une association Ouais. du Bah, coup, de de droit. droit à la fac, avec qui on a fait un procès fictif. Alors le but de Bâtard dans ce partenariat, ça a été de former les personnes qui allaient jouer un rôle dans le procès fictif. Mhm. Et au-delà de ça, en fait, bah, il y a aussi des adhérents de Bâtard qui ont joué un rôle pour le procès fictif. Et c'était vraiment bien, ça s'est fait au tribunal d'Orléans. Et il y avait... La salle était remplie, mine de rien. Il y avait pas mal de monde, c'était cool. Et puis ça s'est passé vraiment dans les règles d'un vrai procès. Et du coup, on savait pas c'était quoi la finalité en avance, tu vois. Et ça s'est vraiment discuté, etc., pour rendre le verdict, quoi. Et ça, c'était bien. Puis on a travaillé on a travaillé avec Tributaire, C'est ça, ouais, bah là on a travaillé avec eux. Enfin pour l'instant c'était surtout on a la chance, moi au-delà de cette casquette d'animateur dans le podcast, je suis vice-président du pôle matériel de Bâtard, donc en fait on a la chance d'avoir un énorme local, c'est presque un entrepôt en vrai, où on a beaucoup de décors, d'accessoires, de costumes, et on les prête pour des projets créatifs, déjà nous en interne, mais également effectivement à d'autres associations qui pourraient avoir besoin de matériel. On l'a fait pour Tributaire, là ils en avaient besoin. Et au-delà de ça, effectivement, c'est un truc qu'on essaye de renforcer, de la cohésion avec les autres associations étudiantes, avec la fédération au campus. Euh, Notamment, on en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais c'est vrai que moi, à titre personnel, j'aime beaucoup les gens de Tributaire et que j'ai des projets que j'ai envie de porter en partenariat avec eux, mais on verra ça quand ça sera plus concret. ouais, c'est vrai que t'aimes beaucoup les gens de Tributaire et... Qu'est-ce qu'il y a, t'es jaloux? Non. Non, mais ouais, voilà, on travaille un peu avec les autres associations étudiantes à la fac et je pense que ça va se réitérer l'année prochaine. Et en soi, ben voilà, je peux conclure avec le gala de Bâtard. Alors, du coup, le pôle événementiel a organisé un gala de Bâtard. Je crois que c'est la première fois que Bâtard fait un gala de Ouais. fin d'année. Ah, c'est important, faut qu'on dise ce gars-là, on n'a pas le droit de dire, Ouais, on n'a dire pas le la droit même si entre nous, je vous le dis, très chers auditeurs, c'est la Ouais, c'est la c'est Et la a été trouvée. Le nom la a été trouvé par une de nos adhérentes. Bah justement, par une de nos adhérentes d'expérience qui nous a apporté sa maturité, on connaissait pas ce mot. Ouais, Tu vois, comme quoi il n'y a pas que les jeunes qui disent des bêtises. ouais, On t'embrasse Estelle. ouais. Et non, franchement, c'était cool. On a eu l'honneur d'accueillir Divastrana, on les a fait venir, qui est un groupe de musique d'Orléans que moi personnellement j'ai connu avec le talent show qui a été organisé avec la fac. Enfin, le Ouais, talent show était organisé avec une option. ouais C'était une option, tu c'est vois. ça, c'est un événement annuel qui est organisé en dehors de l'association. Là, c'est l'Université d'Orléans qui fait Ouais, ça. Bah, comme son nom l'indique, c'est le talent show, c'est pour mettre en avant des talents, des leur donner talents. la chance de se produire sur scène. Mm. Effectivement, Bâtard a envoyé une équipe, en l'occurrence la team Bonjour dont on parlait tout à l'heure, Ouais. dont t'es membre. Et ouais, de toute façon, oui, c'est sûr, il n'y a pas que Bâtard qui fait des projets artistiques. Et Ouais, donc, c'est à cette occasion que toi, t'as rencontré ouais, Divastrana. Divastrana. Et c'était, du coup, c'est là, de là a émergé l'idée de les inviter pour le gala.
et c'était vraiment bien. Ils sont restés pendant 2 heures, je crois. 2 heures ou 1 heure, je sais plus. Enfin bref, c'était bien. Et le thème de la soirée, c'était cinéma. Du coup, fallait que les personnes viennent, s'ils le pouvaient, déguisés en personnages de cinéma. On a vu un peu tout, c'était bien. Ouais. Il y avait Forrest Gump, il y avait une licorne, il y avait le Ouais. Robin des Bois. Il attend là pour vous le dire, c'est son orgueil qui parle. Il a gagné le concours de costume avec notre pote Nico. J'étais pas tout seul, ouais. J'étais Voilà, avec, c'était un duo. C'était un duo. On était déguisés en personnage de Fight Club. Ouais. Ouais, on a gagné, je suis assez fier, c'est Ouais. vrai. Mais il y avait de la concurrence. Ouais, bah on Ouais. avait. Il y a eu des beaux costumes Ouais. quand même. Bah après, je suis déçu parce que je pensais qu'il y aurait plus de monde déguisé, tu vois. C'est vrai. Du coup, Bah après, c'est dommage. les règles du gala stipulaient qu'on venait soit en personnage, Ouais. soit on est habillé chic. Moi j'ai préféré venir habillé chic. Ah, t'étais habillé chic. Ouais. Ok. Ouais, je t'emmerde. mais ouais, non. Après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens déguisés. Il y en a aussi qui étaient déguisés mais qui n'ont pas forcément participé au concours, qui sont venus juste pour le plaisir. Ouais. Puis bah, c'est comme tout. En soi, c'était une belle initiative. Le concours a eu, je pense, un franc succès. Et puis c'était très appréciable de voir les gens costumés. Mais tout le monde n'a pas forcément la possibilité de se costumer. Et merci Rama. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli. Merci à la régie. Merci Jonathan. Ouais. Et, je reviendrai du coup pour le prochain épisode, puisque d'ici là, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se passer au sein de l'association. Ouais, c'est sûr. Et ben, merci beaucoup Thomas. Et je te donne le relais du coup. Bon, arrêtez tout là, arrêtez tout, donnez-moi un micro là, donnez-moi un micro. Mec, qu'est-ce que tu fais dans mon studio? Je voulais me produire dans les radios, mais y a personne qui veut me prendre, donc maintenant c'est bon, je braque une radio et là je pose ce que j'ai à dire. Oh putain, il casse les couilles le mec. Il fait ça quand Rama il fume sa clope, putain. Écoute, t'as 5 minutes avant que mon pote t'y remonte. Après, on te brise les jambes. Mais vas-y, si t'es bon, je te garderai au montage. Régie, balance l'instru s'il te plaît. Oh. Ok. Boin. Espèce de bande de boin. Le micro. Putain, mec. Ok. Dommage, t'es à chier. Écoute et apprends. Tu connais le poker rap? Une rêve dans le domaine. Aujourd'hui, je te présente le bat rap. À Skip, l'homme est un animal social. À Skip, l'homme est un loup pour l'homme. Contradictoire? Non. Pas quand t'as l'esprit de meute. Je veux être franc comme Estelle, être élégant comme Bazouzou, sérieux comme Azilis. Ouais, ça rime pas, mais ce qui compte c'est d'être au fond, pas d'avoir la forme. Ah, c'est peut-être mal formulé. Pas grave, dans tous les cas, je te la mets. Je veux, le sourire du Nas, le regard du Roman, un chibrax de la muerte comme ceux qui font peur à nos... Ah oui, je les veux tous. 6 dans l'équipe, c'est pas assez. Je veux. Être à deux comme les jumeaux, être engagé comme Hugo, structuré comme un Even sous la régence des Léa. C'est bien, je suis pas rassasié, pour être comblé, je veux. La passion de Nico, la sensibilité de Lélé et le génie de Judy. La meute est grande, dédicace à tous les fratés que j'ai pas cités. C'est pas que j'étais pas inspiré, mais je dois terminer cet enfoiré. Tu pensais rapper, mais au final tu t'es fait dominer. Et le plus beau, c'est que t'as apprécié. Petit, je crois qu'il est temps de te casser. À présent, il n'a malheureusement pas pu être avec nous en plateau aujourd'hui, mais Tanguy va vous faire quelques recommandations pour vos sorties à venir. On l'écoute, c'est parti pour la chronique Art Zéro Go. Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure l'épisode sortira, je vous avoue. On est un peu en freestyle pour cette chronique, désolé Thomas, tu as dit que cette chronique allait être incroyable. Alors oui, effectivement, elle va être incroyable parce que c'est moi, votre fameux VP Relations Extérieures, qui peut
comment dire, briller de toute sa splendeur dans une rubrique dont je n'ai pas encore le nom, mais dont j'ai déjà le concept. Et puis on va l'explorer un petit peu ici, un petit peu en improvisation, j'avoue, parce que bah, il est 16h30. J'ai dit à Thomas et à Jonathan que je donnais ma chronique, enfin ma rubrique, à 17h. Donc voilà. Mais l'idée, en fait, un petit peu pour vous présenter sommairement cette petite rubrique, bon, allez, on va dire une petite dizaine de minutes quand même. Ça va être de faire un petit peu le tour de l'actualité culturelle et artistique. Alors, au niveau de la métropole orléanaise, évidemment. Mais bon, j'ai eu quelques idées par-ci par-là pour essayer d'étendre un petit peu notre vision des choses, notamment bah, vis-à-vis de la capitale, parce qu'il y a quand même l'opéra Garnier, le théâtre du Rond-Point, etc., où il y a par exemple, il y a des pièces de théâtre qui sont produites au théâtre d'Orléans, que j'ai pu voir être jouées, bah, par exemple, au théâtre du Rond-Point, justement, à Paris, ou même au théâtre Sorano à Toulouse. Alors oui, voilà, c'est un petit peu des destinations que j'affectionne à titre personnel. Donc voilà, je me suis abonné à leur théâtre sur Instagram et comme ça, bah, je vois un petit peu, je suis en mode, hé, je les ai déjà vus. Donc voilà. Ça, c'est du point de vue des théâtres, mais aussi la culture, même si Bâtard, le café Bâtard, reste évidemment tout autour de l'actualité théâtrale. Moi, j'ai envie de toucher un petit peu aussi à tout ce qui est en lien avec le théâtre et la culture de manière générale. Donc, il y a peut-être moyen que je vous parle aussi de ce qui peut se faire bah, au cinéma des Carmes, en sachant que le Centre national de création Orléans-Loiret, dit le Cadeau, collabore de temps en temps avec les Carmes et propose des pièces, excusez-moi, propose des films en rapport avec les pièces de théâtre qui se jouent en série au Cadeau. Donc voilà, ça peut être intéressant à évoquer. Bon, je parlerai peut-être pas de pâté, hein, désolé Marc, mais un peu la flemme de parler des blockbusters. Ici, on s'intéresse vraiment à la culture dramatique. Donc, bah, pour tout ce qui va être Orléans Métropole, je vais vous parler un petit peu de ce qui se fait au théâtre, évidemment, là où je bosse, parce que bah, vu que je suis ouvreur, ok, je scanne les billets, je surveille les gens, mais je vois aussi les pièces, c'est le petit plus un petit peu sympa. Donc je peux vous parler de ce qui se passe à mon taf, que ça soit le Cadeau, que ça soit le CDN, Centre Dramatique National d'Orléans, que ça soit le Théâtre Orléans Stade National, l'Orchestre Symphonique, tant qu'on y est. Et d'ailleurs, petit fun fact si vous ne le saviez pas, mais Bâtard collabore avec les 4 structures principales du Théâtre d'Orléans. Ça veut dire que les pièces dont je vais pouvoir vous parler, qui m'intéressent et qui peuvent potentiellement vous intéresser, eh ben on peut les retrouver, Bâtard peut vous emmener les voir, tout simplement, hein, comme avec la Fabrique Opéra cette année. Comme pour les gros patines bien qui s'est fait. Bon, c'est un peu bidé, mais c'est dommage parce que la pièce était incroyable. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi un petit peu en impro? Ouais, on va parler de culture, on va parler un tout petit peu hein, de cinéma quand même. On va parler de théâtre. Donc je vais vous parler du théâtre d'Orléans, je vais vous parler du théâtre de la Tête Noire à Saran, je vais vous parler de l'Inox à l'Alliage. Non, ça c'est un arrêt de bus. De l'Alliage à Olivet. Je vais vous parler du théâtre Gérard Philippe évidemment, parce que Bâtard se représente au théâtre Gérard Philippe. Évidemment, je ferai de la pub pour les pièces qui vont se jouer à l'avenir ou pour les pièces qui se sont déjà jouées là-bas. Quoi d'autre? Oui, donc le théâtre Gérard Philippe, de base, pour la petite anecdote, bah, c'est du théâtre pour jeunes enfants, donc voilà. Et il arrive que la scène nationale et le CDN collaborent avec le TGP pour des petites pièces. Nous, on peut se produire aussi au théâtre Gérard Philippe. Je ne l'oublie pas évidemment, mais on se présente, on fait des trucs au bouillon. Du coup, bah, tout ce qui va se passer au bouillon, si ça m'intéresse, et vu qu'il y en a pas mal des pièces là-bas, et que c'est gratuit pour les étudiants, comme le CDN, bah, je vous en parlerai évidemment. Et puis voilà. Pour vous présenter vraiment un petit pilote en bonne et due forme, moi j'ai fait un petit choix. Déjà, j'ai pas écrit mon texte, je sais, honte à moi. Mais je connais suffisamment mon sujet pour l'aborder comme ça tranquillou et pour vous présenter un petit peu comment ça se passe. J'ai oublié de vous parler aussi que je pourrais vous présenter des pièces qui se passent et à Tours, parce que c'est accessible Orléans-Tours, et à Poitiers si vous êtes DTR. Toulouse, je suis pas sûr parce que bah, ça fait un peu loin quand même, donc voilà. Mais pour revenir un petit peu au sujet principal, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé en début de saison, en début d'année scolaire, enfin universitaire plutôt, vis-à-vis des structures principales du théâtre d'Orléans. Bah, par exemple, ce qui se passe souvent en septembre-octobre, bah, c'est les présentations de saison, en sachant que la présentation de saison du Cadeau, qui propose 4 grands spectacles par an avec en série de 10 représentations. Bah, la présentation de saison se fait environ à la mi-mai, tandis que bah, pour le CDN, il n'y en a pas vraiment de mémoire. Et pour la scène nationale, enfin Théâtre Orléans scène nationale, la présentation se fait généralement mi-septembre, voire début octobre.
Et donc, on a pu voir un premier spectacle assez incroyable, mais là je vais vous en parler en mode je ne l'ai pas encore vu. C'est Le Bruit des loups. Donc ça c'est un spectacle du Théâtre Orléans Scène Nationale qui s'est passé les 11 et 12 octobre 2023. Il est qualifié de magie nouvelle et ça c'est un truc que la scène nationale propose assez régulièrement. C'est un petit peu tout ce qui va être... Pour la scène nationale en fait vous pouvez y voir de la musique, de la danse chorégraphiée, de la magie, des arts du cirque et pour ce qui est du bruit des loups qui était vraiment incroyable à voir. Je suis désolé de le soulever comme ça. Et l'OST est disponible sur Spotify, Deezer, YouTube. C'est de la magie nouvelle, c'est-à-dire que la scénographie se mêle à la magie et vraiment ça fait des trucs bluffants. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut voir aussi les teasers. Et donc voilà, à la présentation de saison, on nous a parlé un petit peu du bruit des loups. On nous a aussi parlé, alors ça c'est pour le mois de juin, ça pourra plus intéresser le pilote de Damien, j'ai oublié son nom, mais qui s'est déjà présenté à la scène nationale l'an dernier. Et on a aussi Out of the Blue. Alors, ce spectacle, il a l'air incroyable dans le sens où c'est un peu du cirque art chorégraphié, mais c'est dans de l'eau. Genre, les gars, on va avoir un aquarium dans la salle Barreau. Donc déjà, le thème s'y prête bien. Mais on va avoir vraiment deux comédiens qui vont juste se faire plaisir comme ça dans un grand aquarium en apnée et vous proposer des trucs incroyables. Et le spectacle a tellement bien marché d'ailleurs qu'on a des créneaux qui se sont rajoutés pour le 13 juin. Donc de mémoire, c'est 11, 12 et 13 juin. Et plusieurs, ça va être les 7 et 8 et 9 juin. Donc voilà, ouais, je dis juin au lieu de juin, je sais pas, c'est un peu honte à moi. Hey, ça fait déjà 7 minutes, c'est incroyable. Franchement, j'arrive à improviser, je m'étonne parfois. Bref, donc ouais, Out of the Blue et plusieurs pour un truc plus actualisé. Et en début de saison, on a pu voir Le Bruit des loups qui était assez incroyable. Il faut suivre la compagnie qui est assez magique, j'ai envie de vous le dire. On a pu voir aussi en début d'année Ils nous ont oubliés de l'ancienne directrice du Centre dramatique national, Séverine Chavrier. Alors, ce spectacle, il fait assez écho en fait aux travaux de manière générale de Séverine Chavrier, qui était en collaboration cette fois. Le spectacle a duré 3 heures de mémoire, donc il était assez long et s'inspirait très largement du roman La Plâtrière. Alors oui, ce qui est sympa aussi avec le Théâtre d'Orléans, c'est qu'il y a beaucoup de pièces, surtout du CDN et du Cadeau, qui, selon qu'ils s'inspirent d'œuvres littéraires ou pas, seront retrouvables justement dans la librairie des temps modernes. Et pour ça, on peut dire merci à Sophie qui bosse, qui charbonne toutes les programmations pour commander les ouvrages pour que les spectateurs comment dire, ils poursuivent ce qu'ils étudient un petit peu, enfin ce qu'ils ont vu sur scène. Il me reste 2 minutes. Sur scène, ce qu'ils ont vécu pour prolonger l'expérience, tout simplement. Moi, par exemple, j'ai vu la 7e, là, récemment, du CDN. Et franchement, c'était assez incroyable, d'une part. Et en plus, j'ai pu acheter le texte. Parce que de base, c'est un roman. Ça veut dire que le gars qui s'est produit sur scène a adapté le roman en un seul en scène de 2h10, qui sont assez incroyables. Le temps passe assez vite. Bon, il y a des moments, comme tout spectacle, qui sont assez longs. Mais il y a d'autres moments où ça s'enchaîne et c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est le petit plus du Théâtre d'Orléans. Et en début de saison aussi, pardon pour le son qui sature, désolé Jonathan pour le montage. On a pu voir L'île des esclaves de Marivaux, une création donc, du CNC, donc plutôt du Cadeau de Christophe Lidon, directeur du Cadeau justement, qui a repris le texte de Marivaux en y ajoutant des petites incises modernes. Et franchement, ça collait bien. Vu que je suis un peu un Jones, j'ai envie de vous dire, moi j'accrochais plutôt aux incises modernes parce que l'île des esclaves, c'est du théâtre classique. Je te dis, wow, ouais, le théâtre classique et moi, c'était un peu ma hantise, j'avoue. Mais c'est assez incroyable quand même. J'ai bien aimé, j'ai acheté le texte évidemment, il était à 2 € à la librairie des temps modernes. On a un petit coin en fait, librairie dans le théâtre, mais la librairie est aussi place de Gaulle. Enfin, je sais pas si elle s'appelle comme ça, place de Gaulle, mais à l'entrée de la rue des Carmes. Vous arrivez en tram B de Gaulle, vous allez tout droit, direction Georges Pompidou, c'est à gauche, dans le petit renfoncement. Donc ouais, ça c'était scène nationale, CDN, Cadeau, l'orchestre, j'ai oublié, je vous avoue, l'orchestre, j'ai pas bossé trop leur programmation. Mais c'est de la musique, c'est toujours intéressant. Et je pense que j'ai fait le tour, mais voilà, vous avez vu à peu près ce que je blablate bien, donc j'encadrerai évidemment mon texte. Mais l'idée est là. Petite présentation, petit tour des horizons. Je sais pas si ça sera tous les mois ou bimensuel, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je laisse la parole à je ne sais pas parce que Thomas ne m'a pas dit. Des bisous! Merci Tanguy pour être transparent avec vous.
À l'heure où on tourne, je n'ai pas encore reçu son enregistrement, donc je ne sais absolument pas ce qu'il vous a raconté. Toutefois, je lui fais confiance et je n'ai aucun doute que c'était de grande qualité. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Bien, mesdames et messieurs, sachez que je suis en joie, car nous recevons aujourd'hui un invité en plateau. Nul autre que Stéphane Le Guenec. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il s'agit d'un artiste, plus précisément un auteur. À Bâtard, il est notamment connu pour être l'auteur de la pièce C'est pas dans le script, jouée cette année par des comédiens de l'association au théâtre Gérard Philippe ainsi qu'au Bouillon. Il est également l'auteur d'une des 2 pièces qui seront interprétées l'an prochain, et aujourd'hui, il nous fait le plaisir et l'immense honneur de se prêter à une interview. Tout d'abord, Stéphane, comment allez-vous ? Eh ben, ça va très bien, et vous, merci de m'interviewer. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Bon, allez, ok. Très bien. Je crois que Rama avait quelques questions pour vous. Ouais, alors Pour toi. du coup, moi, ça sera des questions un peu sur c'est pas dans le script. Du Ouais. coup, est-ce que tu peux me parler un peu du speech de cette pièce? Eh bien, ce qui se passe dans cette pièce n'est pas dans le script. Donc, comme l'indique le titre, c'est une comédie policière. Donc voilà, avec un meurtre, une enquête, des rebondissements, des interrogatoires, des gentils, des méchants, de l'action, voilà, beaucoup de péripéties. Mais donc tout se déroulait est perturbé par un élément qui n'est pas dans le script et qui donne une tournure comique à la pièce, qui n'est à la base qu'une pièce policière, une enquête policière. Donc voilà, on a une nuance un petit peu, et dans cette pièce, j'explore surtout la frontière entre le comédien et son personnage. D'accord. Donc le but, c'était un peu de briser le 4e mur entre le public et les comédiens, c'est ça? Voilà, c'est un peu l'idée, mais surtout même le 5e mur entre le comédien et le rôle qu'il interprète. C'est Ok. vraiment avoir cette dualité entre comédien et personnage. Et du coup, t'as déjà fait jouer d'autres pièces à l'association Bâtard. Et qu'est-ce qui différencie cette pièce-là des autres pièces? Alors, il y a toujours ce vecteur d'éléments perturbateurs improbables dedans. C'est un petit peu l'idée que je voulais mettre en place. Donc la pièce d'avant, donc Autun en emporte le vin, était une pièce beaucoup plus traditionnelle en réalité, avec des notions de voyage dans le temps, avec des notions vraiment de vaudeville traditionnel. Et on n'avait pas cette idée vraiment de jeu avec le public. Là, on a quelque chose vraiment où le public est un petit peu pris à partie. Alors, je dis pas qu'il est non plus rôle important de la pièce, mais il est vraiment pris à partie dans la cohérence de la pièce. D'accord. Du coup, là, on va prendre un peu la base, la naissance du truc. Comment l'idée a émergé dans ta tête? Ça faisait longtemps que j'avais eu cette idée-là. Alors, pour en parler, il faudrait que je spoil la pièce, donc je vais y rester quand même au minimum, mais ça faisait longtemps que j'avais cet élément perturbateur qui traînait dans ma tête, et je me suis dit il fallait absolument que je le mette en place d'une façon ou d'une autre. Ça pouvait être du court-métrage, ça aurait pu être plein de choses, mais il s'est avéré que ça a été du théâtre. Et ben en fait, voilà comment c'est arrivé. C'est la frustration de pas le mettre sur papier pendant des années. Et à un moment donné, il fallait que ça sorte. J'avais déjà eu Autun en emporte le vin au théâtre, donc j'avais déjà cette casquette d'auteur de théâtre, et ça m'a permis d'avoir justement les notions nécessaires pour pouvoir le mettre en place correctement. Ok. Et qu'est-ce que tu peux me dire entre la vision que tu avais au départ de la pièce et quand t'as commencé à voir les comédiens jouer lors des répétitions, etc. Ce qui est drôle, c'est que forcément, quand on écrit, on a des profils en tête. Voilà, on se figure les personnages physiquement, on imagine leur caractère, on imagine leurs intentions. Et quand on voit ça, quand on voit justement des intentions qu'on a imaginées, mais interprétées par d'autres personnes qui n'ont pas cette idée, ils sont pas dans notre tête, ou qui savent pas comment interpréter le personnage. Donc déjà, souvent les comédiens s'intéressent un petit peu à ce qui se passe dans la tête de l'auteur, voilà, pour savoir. Et après, ils donnent leur interprétation par rapport à ça. J'ai beaucoup été surpris du fait que justement les gens sont sortis de ce que j'avais en tête, et moi c'est ce que je recherche. J'ai pas envie forcément d'avoir que des gens qui suivent à la lettre ce que j'ai imaginé, et j'aime être surpris. Et là j'ai beaucoup été surpris. Il y a beaucoup de personnages qui ont proposé une vision différente et enrichissante du personnage, de leur personnage, et donc voilà, je suis très content moi d'être sorti de ma zone de confort là-dessus, et c'est l'intérêt du théâtre en fait, c'est de rendre cette chose qui est papier et inerte vivante, quoi. D'accord.
Et est-ce que tu peux me parler un peu de tout ce qui est mise en scène et de la pièce, etc. Alors là, cette année, c'était une co-mise en scène, donc Béatrice A et Fanny Boiron qui se sont attaquées à ce chantier. C'est un exercice difficile parce qu'il faut savoir que là, c'est une pièce où il y a quand même un certain nombre de comédiens. Il y a aussi une certaine technicité en termes de changement de décor. Donc c'est un vrai challenge auquel elles se sont attaquées et la co-mise en scène, c'est aussi un exercice qui est difficile. Donc voilà, ça a été tout un enchaînement de challenges qui s'est mis en place et je suis quand même très content du résultat malgré tout parce que c'est vrai que bon, moi j'écris et puis après ça s'arrête là, mais la mise en scène c'est aussi un sacré morceau à attaquer et il faut avoir de l'audace pour s'attaquer à ça. Ok. Et au bout d'un moment, tu as eu un peu cette proximité avec les comédiens. Est-ce que tu penses que ça a ajouté quelque chose à la pièce, le fait que tu sois au plus proche d'eux, chose par exemple, un autre auteur ou une autre pièce, ça serait pas arrivé, clairement. Je pense que oui. Alors après, ce serait prétentieux de dire que le travail aurait été moins bien si j'avais pas été là, parce que c'est pas le cas. Justement, je trouve que le casting, je suis très content du casting qui a été fait par les metteuses en scène. Et à partir du moment où oui, moi je suis arrivé, donc je suis arrivé, voilà, en gros, vous aviez déjà répété une bonne partie des scènes. Et c'est vrai que j'ai senti une dynamique différente, vraiment de proximité. Et moi, j'étais très content d'être inclus là-dedans. Parce que c'est vrai que ça me sortait vraiment de ma position vraiment derrière la vitre. Et vraiment, je pouvais partager ça avec vous. Et être au plus proche de ça, ça me permettait aussi de pouvoir vous valider vos prises d'intention à chaque fois que vous les faisiez. Ou alors, des fois, justement, de les challenger quand c'était nécessaire. Et je pense que j'ai vu beaucoup de progression, en fait, du fait que j'ai pu être là, mais je pense pas avoir été le vecteur de ça. C'est juste que j'ai pu y assister et je suis très content d'avoir pu y assister. Ok. Et il me semble que par rapport au casting, vous avez de très bons éléments et que du coup, tu as dû ajouter une scène en une soirée. Alors ça, c'est un choix de la mise en scène. Au départ, oui, donc il y a eu le casting, il y a eu beaucoup de succès. On a eu 2 sessions de casting où vraiment le choix a été difficile et le choix qui a été fait des metteuses en scène, ça a été de garantir des rôles à tous ceux qui avaient un peu l'envie et puis l'énergie et le talent, on va pas se le cacher. Et donc il y a eu une scène qui a été écrite au lendemain des dernières sessions de casting, justement pour pouvoir garder ces éléments dans l'association et dans la pièce. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur le succès que ça a eu lors des représentations, que ce soit pour le Téléthon ou les 2 autres représentations au Théâtre Gérard Philippe? Je suis assez content, hein, l'air de rien. C'est vrai que moi je suis toujours surpris parce que c'est encore nouveau, hein, cette casquette d'auteur de théâtre. Moi j'écris de tout et de n'importe quoi. Bon, ça fait quand même 3-4 ans que j'écris du théâtre, mais je suis romancier, je suis rédacteur sur beaucoup de choses. Donc c'est toujours un peu nouveau de voir des personnes qui s'impliquent dans leur rôle. Et c'est assez étonnant de se rendre compte aussi que le public est au rendez-vous en fait. Voilà, c'est que le public répond beaucoup et je pense que l'énergie appelle l'énergie et voilà, le public le rend vraiment bien et c'est toujours un grand moment d'émotion de pouvoir échanger avec le public. D'accord. Et du coup, en parlant de ce que tu as déjà écrit auparavant, il semble que il y a toujours un lien entre toutes tes œuvres, Ouais. si j'ai bien compris. Est-ce que c'est une idée qui t'est émergée tout seul ou bien une inspiration ou quelque chose comme ça? Alors, c'est un truc qui se fait quand même. Là, on voit par exemple dans le cinéma hollywoodien, c'est quelque chose qui commence à arriver chez les super-héros, ce genre de choses-là. Alors, bon, je n'écris pas de super-héros, hein, mais c'est un peu. Alors, moi, je viens d'école de commerce, donc il y a une fibre un peu commerciale de se dire on crée du lien entre chaque œuvre qu'on compose et ça permet de. Si je mets ne serait-ce qu'une seule œuvre dans les mains de quelqu'un et que cette œuvre plaît, et ben ça peut ouvrir la curiosité d'aller chercher les autres qui sont liés pour aller creuser des personnages, pour aller creuser des situations. Et c'est un peu cette idée de se dire que voilà, je crée un maillage qui permet d'avoir une cohérence et d'avoir des vrais, si j'ai des vrais fans, vraiment d'aller chercher le reste de mon travail. Du coup, il y avait un peu ce but de créer entre guillemets des easter eggs pour pousser le lecteur à aller creuser, quoi. Voilà. Et souvent, moi aussi, le truc qui m'intéresse énormément, c'est surtout que ce soit pas nécessaire à la compréhension.
D'accord. Voilà, une pièce peut être comprise même si on n'a pas lu le reste de mon travail, mais on sait que du coup ça existe et c'est vraiment ça, c'est de l'easter egg en réalité. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux me dire du coup sur la pièce qui sera jouée l'année prochaine par Bâtard du coup, qui s'appelle le texte à trous. Est-ce que il y a une ressemblance avec C'est pas dans le script? Enfin, c'est quoi un peu les points communs et les différences? Alors il y a un énorme point commun qui est justement l'imprévu. Mhm. On joue avec l'imprévu, donc c'est pas dans le script, on a cette notion d'imprévu, alors d'imprévu scénarisé. Donc là je pousse le délire plus loin dans le texte à trous. Et c'est surtout un apprentissage suite à un point en fait qu'un reproche qu'on peut me faire, pas un reproche mais une remarque que j'ai beaucoup entendue, qui est que C'est pas dans le script est une pièce très masculine. Mhm. Voilà, je pense que quand on débute, on a forcément des forces et des faiblesses dans l'écriture, et moi c'était écrire des personnages féminins, ça a toujours été quelque chose de difficile, tout simplement parce que je ne suis pas une femme, donc j'ai toujours peur de trahir une pensée que je peux pas comprendre. Bien sûr. Et dans le texte à trous, justement, j'ai réussi un peu à surmonter ça, et cette pièce fait vraiment la part belle aux femmes qui sont les personnages principaux de cette pièce. Et je dirais que c'est une version pas plus maîtrisée, mais qui arrive à mieux se fondre dans les codes de ce qui existe, mais avec toujours cette notion d'imprévu. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y a eu ce problème avec C'est pas dans le script où de base il y avait des rôles féminins, beaucoup en plus, mais par rapport au casting, il y avait beaucoup moins d'hommes que de femmes qui se présentaient. Donc il y a eu ce truc aussi où ça a été interchangé en rôle masculin, c'est ça? Alors en fait, moi j'avais écrit avec beaucoup de rôles masculins, il y avait quelques rôles qui étaient quand même, on va dire, féminisables, mais c'était quand même des rôles qui n'impliquaient pas forcément qui n'avaient pas forcément d'implication avec que ce soit un homme ou une femme. Et en fait, les metteuses en scène m'ont demandé d'essayer de faire en sorte qu'on ait la parité. Alors ça, c'est un exercice très difficile de garantir une parité dans un matériau qui à la base n'est pas paritaire. Donc j'ai essayé de le faire au mieux, elles ont réussi à avoir une cohérence avec ça, mais c'est vrai que les castings en fait, et pour la première fois, parce que c'est quand même un fait assez rare dans les castings, c'est que d'habitude les femmes sont beaucoup plus représentées. Et là cette année en fait on avait beaucoup plus d'hommes qui sont venus passer les auditions. D'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. En réalité on n'aurait pas pu avoir la parité parfaite comme on le voulait, enfin comme les metteuses en scène le voulaient, avec 50-50, parce qu'il n'y avait pas assez de femmes au casting. Donc forcément ça s'est refait avec la configuration initiale qui était des hommes dans les rôles principaux. Et du coup, moi j'ai lu le texte à trous, et quand je compare à C'est pas dans le script, vu que je joue aussi dans C'est pas dans le script, j'ai l'impression que tu as voulu apporter quelque chose en plus. C'est peut-être qu'une impression, mais de la comédie, que la comédie ait apporté une autre émotion. Est-ce que ça a été ton but ou c'est juste un ressenti? C'était l'objectif. En fait, déjà, on joue beaucoup plus avec le public dans le texte à trous, et c'était vraiment explorer au maximum en fait, pousser le théâtre traditionnel à ses limites et vraiment essayer d'aller chercher d'autres mécaniques de jeu, d'autres émotions aussi, parce que la comédie, c'est pas que du rire et des blagues pendant 1h30, c'est aussi vraiment des émotions plus fortes. Et oui, je pense que le texte à trous a pu naître d'une maturité gagnée en écrivant C'est pas dans le script. D'accord. Et quelles ont été un peu tes inspirations pour le texte à trous du coup? Je dirais que, alors pour les personnages principaux un petit peu, pour moi c'était vraiment le Cluedo, c'était un peu cette idée de personnage de cette époque, un peu fin 19e, début 20e, avec un peu une notion d'enquête, une notion de mystère un peu non dit. Après dans le cinéma j'ai du Retour vers le futur, puisqu'on a vraiment ces notions de savant fou, ce genre de choses là. Donc voilà, principalement je dirais que c'est une grande partie de Cluedo, et puis d'après c'est aussi venu des films qui sont sortis dernièrement, de À couteau tiré avec Daniel Craig, ce genre de choses là, où on a une mécanique d'enquête. Donc on est toujours sur de l'enquête quand même, hein, mais voilà, c'est plus dans la notion de jeu et de jeu avec le public. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup. beaucoup. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions et très clairement et avec beaucoup de détails. Et on se retrouve peut-être une prochaine fois pour d'autres questions sur autre chose. Et avec plaisir. Merci. Limite trop fait la transition parce que moi j'ai des questions pour lui du coup aussi.
Ouais, mais moi je parlais plutôt de Love, mais si tu veux, je refais Ouais, genre où tu dis, bah maintenant il y a Thomas qui a d'autres questions pour Ok, vous. vas-y. Quoi. Vas-y. Du coup, merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à nos questions. Et du coup, je te laisse avec Thomas qui a des questions plus sur l'aspect du métier. Très bien. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Rama, des questions très pertinentes. Merci pour tes réponses, Stéphane. Pas de problème. Et effectivement, moi j'aimerais balayer un peu plus large que ton rôle d'auteur dans les pièces de théâtre, en parlant de ta profession en général. Je me demandais en quoi ton travail consiste. Déjà, est-ce que tu es salarié ou entrepreneur? Et quelles sont les tâches qui te sont confiées? Alors moi je suis freelance de manière générale en tant qu'auteur, mais vraiment au sens très large. Donc le terme précis c'est content manager, donc vraiment créateur de contenu et principalement textuel. Donc voilà, je suis rédacteur pour des magazines, des blogs, autant de community management que d'écriture de publicité, de spots publicitaires, ça peut être de la télé, du YouTube, ce genre de choses-là, donc beaucoup de choses. Et voilà, c'est principalement de la rédaction. Et la spécificité de mon métier, c'est surtout que je réponds souvent à un cahier des charges et je réponds à des demandes qui sont vraiment cadrées. Et l'air de rien, même dans l'expression écrite, on n'est jamais parfaitement libre de ce qu'on peut dire. Et c'est pour ça que la casquette créative, elle est ultra importante pour garantir un équilibre dans la réflexion. De ne pas être juste dans les silos de ce qu'on nous demande de faire. Et voilà, et garder un libre arbitre, c'est super important. Justement, dans cette optique, je me demandais si tu as un schéma d'écriture, une sorte de process que tu suivrais à chaque projet. Ouais. En fait, il est assez simple. Alors même s'il s'implémente différemment en fonction des projets. Moi, j'ai 2 projets par an. C'est la cadence que je me donne, qui peuvent être théâtre, roman ou peu importe. Mais vraiment sur du livre. Hein. Et le process, c'est souvent que moi j'ai énormément d'idées, voilà, ça tourne beaucoup. D'ailleurs, on est beaucoup à être comme ça dans l'association. Enfin, j'ai remarqué d'autres personnes dans l'association qui étaient comme ça. Et donc, je prends une idée un petit peu, celle qui est la plus présente dans ma tête et qui me travaille le plus. À partir de là, je fais le déroulé, je vois les personnages principaux qu'il me faut. Et je me fais le film dans ma tête, et ça me fait comme des personnages qui n'ont pas encore de visage qui interviennent parce qu'ils sont nécessaires dans la cohérence de l'histoire. Et après, petit à petit, je les développe, je leur donne un visage, des traits, un nom, un caractère. Et de fil en aiguille, ça me fait un plan détaillé qui me permet ensuite de dérouler avec les interactions entre les personnages qui sont naturellement. Une réponse très construite. Je me demandais également, qu'est-ce que tu aimerais écrire à présent? Est-ce qu'il y a un genre auquel tu t'es pas encore essayé, une histoire que tu n'as pas encore racontée, que tu as en tête? J'ai un gros chantier depuis des années, c'est dans le fantastique. Et le fantastique, c'est un genre qui est très 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 difficile, on se rend pas compte parce que on se dit que ça vient que de l'imagination, on n'a pas besoin de s'ancrer sur du réel, mais c'est complètement faux, c'est une idée reçue qui est complètement fausse parce qu'il faut justement imaginer des règles, ça peut être la gravité d'une planète, ça peut être une géopolitique, ça peut être beaucoup de choses, donc c'est très complet, très difficile à mettre en place. Et ça me tient depuis bien une dizaine d'années au moins, et ce sera, je pense, le projet d'une vie. Voilà. C'est vrai qu'à titre personnel, en tant que fan du genre fantastique, quel que soit le média, j'ai cette difficulté, c'est que maintenant j'ai vu tellement d'œuvres que je vois les caractéristiques qui reviennent. J'ai toujours un peu l'impression, à force de voir le même schéma, et c'est difficile de trouver, je trouve, des œuvres originales, donc ça doit être encore plus de l'écrire. Ouais, complètement. Et puis c'est vrai que en fait, on a aussi la chance d'avoir des œuvres du genre qui sont prédominantes et qui ont vraiment pavé le chemin pour tous les nouveaux auteurs et tous les nouveaux créateurs dans cet univers-là. Et malheureusement aussi, quand on est une forte influence, et ben ces influences ressortent énormément dans dans le contenu des gens qui ont pu être influencés par notre travail. D'accord. Et je me demandais comment est-ce que tu en es arrivé à devenir auteur? Comment tu t'es professionnalisé? Et en somme, comment est-ce que tu as pu arriver à en vivre? Eh bien, alors, ce serait prétentieux de dire que je vis de ma casquette d'auteur créatif. En fait, aujourd'hui, je vis de ma casquette d'auteur, mais de rédacteur en général. Donc, il y a cet équilibre-là de vraiment casquette créative d'un côté et casquette vraiment juste
exécutante de l'autre. Alors ça veut pas dire que j'aime pas ce que je fais, au contraire j'ai une expertise là-dessus et je suis très content de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice dans des médiums publicitaires ou vraiment à la télévision ou peu importe. Donc je suis très content de le faire. Mais en fait j'ai dû arriver de ce côté-là parce que je pense comme beaucoup d'auteurs, à partir du moment où on se rend compte qu'on est dans un système qu'on comprend plus trop. Donc moi je viens d'école de commerce, voilà, je suis allé dans la banque, dans la finance et c'est souvent des notions où on perd un petit peu en authenticité. On est vraiment très exécutant et pas assez créatif et pas assez à prendre le temps de la réflexion sur soi. Et donc à partir de là, j'ai décidé de me consacrer à 100% là-dessus. Donc j'ai claqué la porte de la finance à un moment donné et je me suis dit hop, on abandonne le confort et on se retrouve. Et ça a été ça. Donc après, du coup, je suis allé chercher mes premiers clients, vraiment juste pour montrer ce que je faisais. Donc j'écrivais déjà à titre personnel et puis j'ai réussi à convaincre des boîtes de me faire confiance et puis des sociétés de production et puis et de fil en aiguille, en vivre. Donc pas mal au culot et puis en montrant ce dont tu étais capable. Oui, pas mal au culot en fait au final, oui c'est ça, c'est même si bon savoir se vendre c'est à la fois être culotté et être au contraire très très normé, donc c'est un entre-deux et puis donc voilà. Aujourd'hui, bon, tu nous as parlé de ce projet d'écrire sur du fantastique, mais plus largement, pas forcément que l'écriture. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un objectif sur le long terme, un cap que tu aimerais franchir ? Alors aujourd'hui, moi j'aimerais, donc avec donc mes 2 pièces par an, pour l'instant c'est un chantier qui est engagé, hein, mais l'idée c'est de réussir à diffuser un petit peu les pièces que je produis à l'échelle du territoire français. Et pas uniquement, et pas forcément là où on attend, c'est-à-dire pas forcément sur des scènes parisiennes ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup justement aller convaincre les jeunes talents, voilà, les associations étudiantes, les associations de théâtre avec cette dimension étudiante, parce que ça me permet, alors certes c'est du confort en moins, parce que c'est des étudiants qui vont s'engager que sur un an généralement, et qui vont pas pouvoir porter la pièce plus loin que ça, mais aller chercher ces talents-là, aller chercher la fierté de pouvoir s'épanouir et de s'amuser sur scène, parce que ça c'est le vecteur principal, c'est vraiment d'avoir des pièces où les comédiens peuvent s'amuser, même avant même que de me dire que le public s'amuse. Il faut que la première prérogative c'est vraiment de se dire que les comédiens doivent s'amuser. Et donc voilà, moi j'ai envie surtout que les étudiants s'amusent, commencent à connaître mon travail, ils se disent ok, maintenant le travail de Stéphane Le Guenec c'est un travail voilà, où certes on s'améliore, où certes c'est pas que de la rigolade, mais on s'épanouit, on s'amuse en jouant. Donc en somme, c'est toi qui fais entrer les talents de demain dans le milieu. J'aimerais beaucoup. T'essaies de leur donner une bonne image du théâtre, mais de l'art en général, et c'est quelque chose que t'aimerais du coup de les accompagner même par la suite ? C'est vrai que à mon échelle, j'essaye de le faire un petit peu et j'ai la chance d'avoir rencontré en tout cas les comédiens de ma pièce à l'association Bâtard. Et c'est vrai que je me suis pris alors déjà d'affection et d'amitié pour tous ces tempéraments qui sont à la fois différents et tous ces talents. Mais je me demande en fait à quel moment je pourrais continuer à le faire de manière efficace avec je sais pas 15-20 troupes le jour où ça arrivera. Mais c'est vrai que là j'ai eu la chance de pouvoir le faire et que j'y ai pris énormément goût et que tant que je pourrais continuer à le faire, je continuerai à le faire. Très bien, merci Stéphane d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. Et pour conclure cette émission, on a prévu un débat. Si tu le souhaites, tu peux débattre avec nous. Très bien. À Bâtard, on pratique, notamment dans le cadre de l'atelier comédien, le théâtre d'improvisation. J'aimerais donc vous poser une question. Pour vous, quelles sont les qualités essentielles de l'improvisation ? Tu me demandes de répondre là du coup ? Ouais. Ok. Toi t'as une réponse à ça ? Il n'y a pas de réponse définie, mais quel est votre ressenti ? Quelle est la première chose qui te vient en tête quand on te demande ce dont tu as besoin pour improviser ? Ce dont j'ai besoin pour improviser, moi je dirais de la liberté. Et aussi déjà s'il y a un thème qui est donné, de pouvoir se préparer au moins sur le personnage, pas forcément sur ce qu'on va dire, puisque après il faut que ça reste de l'impro quand même. Et de savoir aussi où aller, parce qu'on a déjà remarqué en impro que parfois il y en a qui prennent un personnage mais ils savent pas où aller, donc il n'y a pas de chute vraiment, et puis en fait ils brodent et puis ça devient lassant, etc. Donc vraiment savoir où aller
les moments clés en fait de l'improvisation. Au début il se passe ça, au milieu il y a ça, et à la fin la chute c'est ça. Et pour moi c'est ça une bonne improvisation. Alors moi de mon côté, je verrais un peu l'improvisation comme de la musique. De manière générale, je vais toujours comparer beaucoup de choses à la musique. C'est quand on sait pas se servir d'un piano, on va appuyer sur toutes les touches au hasard. Est-ce que ça c'est de l'improvisation? Alors oui, peut-être dans un certain sens, mais je pense que c'est bien d'avoir acquis des codes un petit peu, d'avoir acquis des bases, et à partir du moment où on a acquis des bases, on peut réussir à improviser et à faire des morceaux qui sont cohérents par rapport à ça. Et je pense que l'improvisation, c'est certes réagir à l'instant, mais réagir à l'instant à la lumière de ce qu'on connaît déjà. Donc que ce soit des émotions tristes, que ce soit de l'humour ou des références, comme on disait tout à l'heure, des références à des films, à des séries, à des moments, et réussir à composer quelque chose de cohérent avec une situation et un thème, un objectif qui nous est donné. C'est vrai que c'est peut-être important de le préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais quand on parle d'improvisation, c'est pas seulement on vous annonce un thème et vous devez y aller tout de suite. C'est comme l'a très bien dit Rama, on a quand même un cadre, vous avez quelques minutes en général pour vous concerter, parce que ça arrive de faire des impros solo, mais en règle générale on les fait en groupe, pour décider des personnages, d'une entrée, d'une sortie, avoir un cadre global avant de monter sur scène. Effectivement aussi on se base rarement sur rien, c'est-à-dire que naturellement, même sans se poser la question, on s'inspire de choses qu'on a déjà vues. Et je pense aussi qu'il est important de débunker quelque chose, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui est quand même essentiel quand on va sur scène en général, que ce soit pour de l'improvisation ou autre, c'est la confiance, mais pas la confiance qui s'oppose à la timidité. On a la chance d'avoir des comédiens bâtards qui sont arrivés déjà pour la plupart. Moi, le premier, j'avais jamais fait de théâtre avant d'arriver cette année. Je crois que Rama aussi. Et donc vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de forcément extraverti, bien sûr que ça aide comme dans beaucoup de choses, mais même quelqu'un de timide peut y aller. Ce qui compte, c'est vraiment qu'une fois que vous êtes sur scène, que vous êtes dans votre personnage, d'y croire. Vous seulement d'y croire, parce qu'à partir du moment où vous y croyez, le public y croit. Moi je sais que, bien évidemment, ça arrive qu'il y ait des impros qui soient moins réussis que d'autres, mais ça n'a jamais été un problème en tant que public. J'avoue que ce qui m'a le plus dérangé dans des improvisations que j'ai pu voir, c'est quand un comédien ou une comédienne sort de son rôle. Ça arrive, des fois on n'est pas dedans, on hésite, ou très souvent parce qu'à Bâtard on est comique, on se fait rire, et forcément ça fait qu'on sort du cadre de l'improvisation, et ça casse l'aspect mythe de la scène. Après, il y a aussi des fois ce côté où l'improvisation, c'est aussi des moments d'imprévu. Parce que quand on improvise souvent à plusieurs, d'ailleurs, c'est souvent le cas où on n'est jamais vraiment dans la tête de l'autre et qu'on se fait surprendre alors qu'on s'est mis d'accord. Parce que notre vision des choses nous mène vers une interprétation qui finalement ne va pas se manifester comme on l'imagine. Et c'est aussi la beauté de la chose, c'est savoir justement se dire que rien n'est grave dans une improvisation et que la liberté est importante. Et c'est important de garantir la liberté des personnes avec qui on compose. C'est vrai que c'est ça qui est important à noter aussi, c'est que une fois que vous êtes sur scène, vous êtes dans un rôle, il faut pas avoir honte de ce que vous faites, de ce que vous dites. Faut pas, en règle générale, même si bien évidemment on peut jouer des choses très sérieuses, faut pas avoir peur d'être ridicule, parce que vous ne l'êtes pas en fait. C'est ça le plus important. Quoi que vous fassiez sur scène, vous ne serez pas ridicule. Vous serez drôle peut-être, mais jamais ridicule. Et effectivement, on n'est pas maître de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'en impro, comme j'ai dit, ça peut arriver qu'on fasse des improvisations en solitaire, mais en règle générale, on est au moins 2 sur scène, et vous n'allez pas seulement proposer quelque chose, vous allez répondre aux propositions de là ou des autres comédiens. Et forcément, ça va vous emmener dans des terrains où vous ne seriez jamais allé autrement. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que quand on rentre sur scène, on a une idée, quand on en ressort, on a fait tout le contraire. Et si vous voulez voir un peu plus ce genre de choses, n'hésitez pas même à aller regarder. On a la chance à Bâtard d'avoir des personnes qui filment un peu les coulisses de Bâtard et qui nous font des petits best-of. Donc dedans, forcément, vous avez des scènes d'improvisation qui sont souvent choisies de manière très drôle en plus.
Et je me souviens d'un exercice qui apparaît dans ce best-of. On avait fait la particularité de jouer 2 personnes sur scène qui ne parlaient pas et 2 personnes qui faisaient leur voix. Et ce que les gens disaient impactait ce que les autres jouaient, et ce que les comédiens jouaient impactait ce qui devait être dit. Et là, forcément, vous êtes plus maître de grand chose. Et j'avoue qu'à titre personnel, j'ai joué des choses que j'aurais jamais cru jouer, je le regrette absolument pas. Et je vois que ça fait beaucoup rire Rama, je pense qu'il a des choses à rajouter. Non, mais oui, après, c'est vrai qu'il y a cet aspect de confiance aussi à avoir avec ceux avec qui on joue, puisque au-delà des improvisations qu'on fait en atelier comédien, il y a aussi, par exemple, quand on joue une pièce, où parfois il peut arriver qu'un de nos camarades de pièce fasse une impro et qu'on doit savoir rebondir dessus, et c'est aussi une confiance à avoir si on veut tenter quelque chose, c'est que de se dire ok, là je vais tenter une telle improvisation et je sais que il va pouvoir rebondir dessus en répondant et ne pas trop sortir du cadre de la pièce non plus. C'est chose qu'on a pu déjà voir en répétition où parfois on faisait des improvisations qui allaient trop loin et qui sortaient un peu du cadre, et au contraire aussi on a fait des improvisations qui ont répondu au cadre et qui étaient vraiment bien faites et où le comédien d'en face a pu répondre et donc qui ont été gardés. Et il y a aussi voilà, ce truc de confiance à avoir. Mais effectivement, il y a ce côté-là aussi, c'est que faut noter que même si on dit que des fois faut pas, je l'ai dit moi-même, faut pas avoir peur d'être ridicule, et que des fois on vous emmène sur des terrains que vous maîtrisez pas, faut vous dire quelque chose d'important, c'est que vous serez jamais forcé de faire quoi que ce soit sur scène. Ça, c'est quelque chose, certes, on ne peut pas dire non catégoriquement en improvisation, mais si votre partenaire sur scène vous fait une proposition qui ne vous plaît pas, il n'y a rien qui vous oblige à le ou la suivre. Au contraire, il suffit simplement de proposer autre chose. Et ça sera à il ou elle de vous suivre ou de rebondir si également ça ne lui plaît pas. Et dans tous les cas, on a un cadre, on n'est jamais sans filet de sécurité là-dessus. Donc ouais, je pense que c'est important aussi. J'ai pas eu la chance pour l'instant de jouer dans une pièce, donc Rama a plus de choses à en dire, mais effectivement, il peut y avoir des moments, je pense, quand on joue même un texte qu'on a répété, où il y a des ratés, mais tant qu'on sait rebondir dessus, ça peut être sympa. Et je pense que c'est aussi ça, peut-être la qualité vraiment la plus importante de l'improvisation, c'est faites-vous kiffer. Que ça soit un thème sérieux ou un thème comique, tant que vous et les autres comédiens sur scène vous prenez du plaisir, ça se ressentira et le public appréciera. Ouais, c'est vrai. Et comme c'est important à préciser, même si bien évidemment le thème était préparé, sachez que cette chronique a été faite entièrement en improvisation et on espère que vous avez aimé. Ça vous donne une petite idée. Ceci étant dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Il est à présent temps de conclure cette émission. Pour finir, j'aimerais simplement remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Tout d'abord, bien évidemment, les membres fondateurs de l'équipe, que ce soit Rama, qui est aujourd'hui en plateau avec nous, Tanguy, qui n'a pas pu être présent, mais dont vous avez pu entendre la chronique Art et Reco, Océane, qui n'était pas là non plus, mais que je tiens à remercier énormément parce qu'elle s'est donné corps et âme, que ce soit son temps et son énergie tout au long de l'année pour que le projet voie le jour. Bien évidemment, Jonathan à la régie. Et il me semble important aussi de remercier l'ensemble du conseil d'administration de Bâtard, qui a soutenu le projet depuis ses débuts, et ce quand moi-même je n'y croyais plus. J'aimerais également remercier l'association, ne serait-ce que d'exister, de nous donner le cadre pour donner vie à notre créativité. Et pour finir, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. On a hâte de voir vos retours, on se retrouve fin septembre pour la prochaine émission. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà des nôtres, à rejoindre la Familia Bâtard. Et dès la rentrée en septembre, ainsi qu'à me contacter si vous souhaitez participer aux prochains épisodes de ce podcast. On n'est pas fermé à du recrutement, au contraire. C'était Café Bâtard. Tchuss, à vous les studios.